Le lendemain, les deux guides font une halte sur un bras de rivière. Ici trône un pan d'histoire de la Guyane. Les rochers sont étonnamment sculptés. Ils sont là, les polissoirs. Ah, tiens, ils sont beaux. Ah, il y a de tout. Des traces qui témoignent de la présence des premiers habitants de la forêt. Donc ici, on a ce qu'on appelle une cupule. C'est là où les gens venaient aiguiser le tranchant des haches. Donc il faut imaginer la hache, mettons là, la forme de main, c'est la hache, avec le tranchant ici. Et ils venaient frotter comme ceci la hache d'un côté, puis de l'autre, pour aiguiser le tranchant. Et on y mettait du sable pour justement avoir un côté abrasif entre la hache et le rocher. Et c'est la même chose pour les pointes de flèche. Là, les polissoirs sont beaucoup plus allongés parce que le mouvement était plutôt comme celui-ci. Donc on frottait la pointe dans ce sens-là, toujours avec du sable ici, pour aiguiser la pointe de la flèche en fait. Les polissoirs les plus anciens datent de 5 ou 6 000 ans, je crois, ce qui correspond en fait aux traces les plus anciennes de la présence de l'homme en Guyane. Il y a de la vie, il y a eu de la vie. Il y a eu de la vie, c'est toujours une émotion de tomber sur ça. De tomber là-dessus. J'avoue que ouais. moi, c'est pareil. Hein. La forêt amazonienne regorge de nombreuses ressources. Pour le dîner, Pierre et Ellison n'ont qu'à se servir dans le lac. À manger pour ce soir. Il est beau. Ouais, il est pas mal. C'est le maître des lieux, Oplias Aymara. Ça peut être beaucoup plus gros, ça peut facilement aller jusqu'à 10-12 kilos. Oui, c'est une sacrée dentition. Je n'y mettrai pas ma main pour faire une petite démonstration, mais c'est une sacrée dentition. Ouais, c'est un gros carnassier, il peut faire mal. Bien sûr, hein, qu'il n'aille pas se... Non, ouais. T'as vu le chicot qu'il a, Pierre? Déjà pas mal. Hein. Ouais. Ouais, sacré chicot. Hein. Tiens, je pose la toute cuisine ici. Ok, c'est bon. Le feu est lancé normalement. Avec ça, on va se régaler, une belle bête. Il y a de quoi manger là. Ouais. Tu sens un peu la marinade là, Pierre? Dans quelques heures, le poisson sera parfaitement fumé. Pierre et Ellison en profitent pour regarder des images prises par un piège photographique installé quelques semaines plus tôt non loin du campement. Et juste après. Et du coup, tu dis que c'est le même ou pas le même? Ouais, je dirais que c'est le même. Un beau jaguar. Donc il est présent, l'animal est présent. On l'avait vu déjà au mois de mai. Puis du coup, ça fait plaisir, quoi. Voilà. L'intérêt de ce piège photo, c'est de pouvoir se rendre compte de la faune qui est présente tout autour, celle qu'on ne voit pas, en fait, au cours des sorties qu'on peut faire, celle qui n'est pas visible depuis le lac, ou rarement lors des balades en forêt. Ou sur le littoral, il y a beaucoup de forêts qui ont été dépeuplées de leur faune. Ici, celle-ci, cette forêt rescapée, vit encore. Ça fait plaisir, c'est intéressant. C'est rassurant. T'es prêt, Ellison? Ah ouais. Ça m'a l'air bon tout ça. Hein. Ouais, il est parfait. Ça m'a l'air bon ça. Ouais, et j'attaque direct, tu vois. Il y a un morceau là qui me plaît bien, c'est celui-là. Ouais, bien boucané, bien séché, ça va être un régal. Allez, c'est parti. Ah, oui, c'est bon. J'aurais du mal à me réadapter à la vie en métropole. Je sais pas, peut-être que ça pourrait se faire, mais en tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est que ouais, je suis bien dans ce milieu, quoi. Je m'y plais et j'ai bien l'intention d'y rester le plus longtemps possible. Protéger la nature du département est devenu une priorité. En 2007, l'État français inaugure le plus grand parc national de France.
le parc amazonien de Guyane. Il englobe près de 40% du département. Pour étudier les zones les plus inaccessibles, les équipes du parc prennent l'hélicoptère. À son bord, Pauline Perbet. Cette géomaticienne survole pendant plusieurs heures cette vaste forêt pour comparer des images satellites avec le terrain. J'adore survoler la forêt, ça me permet de vraiment comprendre ce que je peux voir depuis mon ordinateur. C'est quand même plus sympa qu'une image toute rouge que donnent les photos satellites. Non, ouais, c'est émouvant. C'est l'immensité qui rend la chose assez bluffante finalement, de la forêt à perte de vue. Et plein de petites cambrouses, c'est génial. Les cambrouses, qui réjouissent Pauline, c'est sa mission du jour. Elle doit localiser ces grandes prairies encore largement méconnues. Les zones de cambrouses, comme on voit là, c'est des zones de bambous épineux. C'est infranchissable en fait. Il n'y a vraiment aucun autre moyen que l'hélicoptère pour aller vérifier ces zones-là. Donc les cartographier, c'est intéressant pour les scientifiques pour un peu comprendre les dynamiques de la forêt. Par exemple, si ça s'agrandit, ça diminue. Nos collègues qui vont beaucoup sur le terrain pour des missions de police ou des missions scientifiques, elles sont très intéressées par la localisation des cambrouses pour pouvoir les éviter quand ils sont à pied, puisque, comme je disais tout à l'heure, c'est quasiment infranchissable. Et sûrement, quand elles sont situées au bord du fleuve, c'est qu'il y a sûrement eu un village, peut-être, il y a quelques milliers d'années ici. En Guyane, la présence humaine remonterait à plus de 8000 ans. C'est d'ailleurs une autre zone d'ombre de cette forêt tropicale. Difficile de localiser sous cette vaste canopée les vestiges d'anciens villages amérindiens, aussi appelés montagnes couronnées. Nos collègues nous ont informé que cette montagne était une montagne couronnée, c'est-à-dire un site archéologique où il y a des vestiges d'une grosse tranchée en fait en haut de la montagne qui devait être comme une sorte de protection autour du village. Une petite palissade au sommet de la montagne. Avant les années 1800, avant la colonisation, il y avait beaucoup de monde qui habitait dans cette forêt. Les Amérindiens sont historiquement un peuple semi-nomade. Depuis toujours, ces habitants de la forêt se déplaçaient entre la Guyane, le Brésil ou encore le Suriname. Et les traces de leur passage sont nombreuses. Dès qu'on met un peu le nez par terre, on trouve des petits pots de poterie ou des petits indices qui montrent que des gens habitaient un peu partout dans la forêt. Le vol de haras là-bas, c'est cool. Ah ouais, magnifique! Au cœur de cette forêt amazonienne, des milliers de cours d'eau façonnent le paysage. Pour se déplacer ici, un seul moyen de transport, la pirogue. Au sud-ouest du département, sur la rivière Lawa, ces piroguiers ont rendez-vous pour une formation particulière. Kupi Aloike est un responsable d'antenne du parc amazonien. Il veut que tous ces hommes partagent leurs connaissances pour naviguer sur les parties du fleuve les plus isolées. Nous avons décidé de faire cette formation sur cette partie, qui est normalement la partie la plus dangereuse et celle qui normalement n'est pas navigable. Traverser ces rapides, aussi appelés sauts, est une véritable épreuve. Ces longues pirogues doivent se frayer un chemin entre les courants et les rochers.
Un exercice dangereux, car le moindre faux pas peut être fatal pour le bateau et son équipage. Les gens se sont implantés il y a eu au moins peut-être qu'une cinquantaine d'années seulement sur cette partie du fleuve. C'est assez dangereux. Des gens achètent des pirogues et naviguent sur ce fleuve et beaucoup ne connaissent pas les règles élémentaires de navigation pour permettre aux gens extérieurs de venir sur le terrain en toute sécurité. Voilà. On va aller les gars. Ça passe ou ça casse. À l'aller comme au retour, il faut faire très attention au chargement parce que soit au retour, on risque d'être emporté par la force du courant, donc aller sur un rocher, soit à l'aller, on risque de manquer de puissance pour pouvoir faire un virage serré avec le moteur en pleine puissance. Voilà, voilà, c'est parfait, on peut dire bravo. Après cette formation très physique, les hommes peuvent enfin prendre un peu de repos. Cela fait 10 ans qu'Apaïkazi Nanouk est piroguier. Mais malgré son expérience, il redoute toujours l'accident. C'est surtout très dangereux. Parce que si on prend un accident en plein saut, on peut tout perdre. Le moteur, la pirogue, tous les bagages, tout ça. Même les passagers, ils peuvent plonger. Voilà. Parce que moi, j'ai coulé 2 fois en mission. On a carrément coulé. La pirogue était au fond. On a galéré. Au fil de l'eau, un autre décor ponctue le paysage. Les fleuves découpent la forêt pour faire apparaître de nombreuses îles. Ces bouts de terre sont souvent inhabités, à quelques exceptions près. Je vous invite, hein. Il y a du bluff. Comment ça l'appelle service? Cela fait 1 an que Daniel Bergeron habite seul sur cette petite île, au milieu du Saucy Maillet. Cet ancien cadre vit en Guyane depuis près de 30 ans. Amoureux de la nature, il décide de tout plaquer pour ne vivre que des ressources de la forêt et des rivières. C'est vraiment un gros piranha. Et attention, il mord, il coupe le doigt direct, net, sans bavure. Moi, je suis un poissonnier qui n'a pas besoin de contrôle sanitaire. Tous mes poissons sont vivants. Voilà. Je vais vous rapprocher. Là, je vous garantis, le pouce, là, il est coupé net s'il est mort. Sans bavure, os ou pas os. Il y a un petit piraille qui m'a mordu l'autre jour, dans le filet. Heureusement qu'il n'a pas fermé sa mâchoire parce qu'il m'emportait le bout, là. Ça, c'est carnivore, mais ça bouffe tout. Et ça mange même ce qui est pourri. Et d'ailleurs, on les pêche plus facilement la ligne avec des appâts pourris que frais. En fait, c'est un peu comme les loups dans la nature. Ils peuvent nager avec les poissons qui sont en bonne santé, ils ne les attaquent pas. Dès qu'un poisson est malade, blessé, il passe à la casserole. En fait, ils équilibrent, ils nettoient la nature des individus malades et tout ça. Dans les eaux du fleuve, Daniel pêche toutes les espèces emblématiques de la Guyane. Bon, celui-là, on va le cuisiner demain parce qu'il commence à être fatigué. Comme je suis capable de vivre dans la forêt, j'ai dit, voilà, je vais pêcher du poisson et je vends du poisson. Même les Amérindiens achètent mon poisson directement sur place. Donc, plutôt que de me donner de l'argent, ils achètent des victuailles à Maripasoula. Ils me ramènent les victuailles et en échange, je leur donne du poisson. Et je m'en sors, plus ou moins, correctement. Avec les moyens du bord, Daniel s'est installé un bivouac dans les règles de l'art, à la guyanaise. C'est un bivouac de forêt, temporaire. La première chose qu'on fait en forêt, quand on peut, on plante ses piments. Parce que quand on n'a pas grand-chose, c'est très bon dans une sauce. Avec de l'eau, du piment, un peu de sel, on a déjà une sauce. Il y a le carbet pour dormir, le carbet feu.
le carbet pour faire le feu, on le met toujours à part. On boit l'eau qui est en amont, on fait la lessive, la vaisselle au milieu, et en aval, ce sont les toilettes, ce qui me semble biologique. Vivre ici est une chance pour cet amoureux de la nature. Je suis plus attiré par la vraie vie en forêt, la vie en autarcie. On fait son feu, on pêche sa nourriture, on fait sa maison, simple, hein, même si c'est 4 poteaux et une bâche, on n'a besoin de rien. Il y a une bonne température, donc pas besoin d'habits, pas besoin de chauffage, de la nourriture, pas besoin d'eau, enfin, on trouve tout. Donc on a une certaine liberté. Ici, je ressens une grande liberté en Guyane française. Pour quelqu'un qui aime la nature, tous les jours, on voit des choses nouvelles. Il y a des poissons que j'ai encore jamais pêchés, au bout de 30 ans. On compte près de 480 espèces de poissons dans les fleuves de Guyane, soit 6 fois plus qu'en France métropolitaine. Vivre de la nature, c'est le domaine d'étude de Marie Fleury. Cette ethnobotaniste travaille sur l'utilisation des plantes par les hommes. Qu'elles soient d'origine amérindienne, africaine ou encore créole, les nombreuses communautés de Guyane lui apprennent un peu plus sur les connaissances des plantes. Des recherches de terrain exceptionnelles qui nécessitent souvent de longues heures de navigation en plein cœur de la forêt amazonienne. Là, on est dans la forêt, il y a des arbres magnifiques, on est dans l'eau, non, c'est génial. Ici, c'est un petit paradis, c'est trop beau. Ça n'a rien à voir, on est sur une autre planète, je dirais. On paye en euros, il y a la poste, c'est tout comme en France, sauf que c'est un petit coin d'Amazonie, voilà. Un petit coin d'Amazonie française. Marie est une privilégiée. Grâce à ses recherches scientifiques, elle a une dérogation pour se rendre dans le sud de la Guyane, une zone à accès réglementé. Au départ, elle a été instituée parce qu'il y avait beaucoup d'aventuriers qui venaient se perdre ici. Donc jusqu'à présent, il faut une autorisation du préfet avec un certificat médical prouvant qu'on n'a pas de maladies contagieuses. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de maladies qui ont été apportées aux Amérindiens. Des maladies européennes qui ont contribué à la disparition de près de 90% de la population amérindienne en Guyane. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 9000, soit moins de 5% de la population du département. Pour Marie, il y a urgence. Préserver leurs connaissances ancestrales de la nature, c'est aussi sauvegarder l'artisanat traditionnel. Elle a fondé l'association Gadepam. Cette initiative offre un débouché commercial aux artisans des différentes communautés. Dans le village d'Antekum-Pata, elle retrouve Mimi Sekou, un ami de longue date. Elle l'accompagne chercher quelques plantes dans la forêt. Si je veux nous montrer comment tu coupes la tige pour l'utiliser pour faire la vannerie. J'ai ici pour les bonnes feuilles. Alors ça, c'est une plante donc, de la famille des marantacées. C'est un ichnosyphon, hein. Il y a plusieurs espèces qui sont utilisées pour la vannerie. Ça, c'est ichnosyphon obliquus, Kalanali l'appelle en Guyane. La connaissance de la nature, ça permet sa bonne utilisation. Et il est vrai que les Amérindiens ils font une utilisation rationnelle. Ils ne vont jamais faire d'excès. D'ailleurs, c'est très mal vu dans la culture amérindienne de faire des excès, de prendre trop. On respecte la nature parce qu'en fait, on en tire tout ce qui est nécessaire pour vivre. Donc bien sûr, on vit en harmonie avec la nature. Marie et Mimi retournent au village.
Ici habitent depuis les années 1970 près de 400 Amérindiens Wayana, une ethnie réputée pour son art de la vannerie. Mimi en est l'un de ses plus illustres artisans. Pour tresser les objets, il utilise les fibres d'arouman, une variété de palmier. C'est là pour j'ai de La farine, l'autre. farine de puis cassoulet aussi. Parce qu'en fait, les mailles sont plus ou moins fines en fonction de l'usage. Voilà. C'est ça. Dans les coutumes amérindiennes, il existe plus de 200 formes différentes. Tous les ustensiles de la vie quotidienne, en fait, sont faits par les hommes, donc pour leurs femmes. Et pour être un bon mari, il faut savoir faire d'artisanat, il faut savoir faire ces ustensiles pour pouvoir les donner à sa femme, qu'elle vous fasse du bon kachiri. C'est comme ça, hein, Mimi, hein? Voilà. Le kachiri est une bière traditionnelle. On l'obtient à partir du manioc. Cette racine est l'aliment fondamental des sociétés amérindiennes. Mais avant de la consommer, Mimi doit réaliser de nombreux tressages pour en filtrer la substance toxique. Tout est imprimé dans la tête, c'est-à-dire qu'il faut avoir une mémoire extraordinaire pour retenir par cœur les motifs sans avoir un modèle sous les yeux. C'est-à-dire qu'il faut les mémoriser, être capable de les reproduire comme ça de tête, et il en connaît énormément. Hein. Mimi sait aussi fabriquer d'autres objets incontournables de la culture amérindienne, des arcs et des flèches. C'est toi qui les as faits? Oui. Tu peux nous les montrer? Oui. C'est super. Tu vois? C'est pour chasser les gros gibiers? Oui. Ça, c'est un bois qui est très rare, le bois d'arc. Il faut le trouver en forêt, hein. C'est difficile à trouver. Voilà. Et quand même, il faut un peu de la force. Hein. Ouais. Et ça, c'est des plumes. Oko. Et voilà, ça, c'est un petit peu le problème pour les flèches. C'est qu'on n'a pas le droit de les commercialiser parce qu'elles utilisent des plumes, notamment les plumes de Oko. Alors, il y a une réglementation qui interdit à la vente, voilà, les plumes de Oko. Parce que là, on est dans un cas de figure où c'est très peu utilisé dans la vie quotidienne. Et si on n'a pas de débouchés commerciaux, on va voir ce savoir-faire qui va disparaître. Qui n'imagine pas un Amérindien avec un arc et une flèche? Ça fait vraiment partie de leur identité, de leur culture. Ils ont toujours chassé avec des arcs et des flèches. Hein. Quand tu étais petit, vous n'aviez pas de fusil. Hein. Non. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de la biodiversité en ce moment, la sauvegarde de la biodiversité. Et moi, j'aimerais bien qu'on s'intéresse aussi à la sauvegarde de toutes ces connaissances autour de la biodiversité. Parce que qui connaît bien, protège bien. Vous imaginez, on vous met tout nu dans la forêt, vous allez vivre combien de temps? Je suis sûre que Mimi Sikou, vous le mettez dans la forêt, il va se débrouiller. Il va se débrouiller, il va faire sa maison, il va faire son arc, il va aller à la chasse, il va faire sa nourriture. Tu peux vivre autant de temps que tu veux dans la forêt, non? Oui. Voilà. Et nous, on est nuls, on ne sait rien faire. L'association de Marie est un succès. 300 artisans comme Mimi peuvent aujourd'hui préserver leur tradition. Nous sommes à Cayenne, le chef-lieu de la Guyane. Dans cette école, la sauvegarde des connaissances ancestrales est devenue la priorité d'un homme. Merci. Le premier. Caïman. Deuxième. C'est quoi Kawen? Super. Ensuite. Ces jeunes élèves apprennent le Jokan, un art martial créé par Yannick Théolade en 2010. Répète. Chou. Exactement. 4 colonnes, c'est parti. Boum. Après plus de 30 ans de pratique des arts martiaux traditionnels, Yannick décide de fonder cet art martial 100% guyanais. Caïman, vous êtes parés? Boum. Allez, Louison. Rapide. Kawen. L'enseignement tourne beaucoup autour de la faune sauvage. Et tout à coup, ils entendent dire les tigres, ils allaient se cacher.
J'estime que chaque animal a quelque chose à nous enseigner, que ce soit sur un trait de caractère, que ce soit sur une posture. En tous les cas, les animaux font partie de nos fables, de nos contes, et il était tout à fait normal qu'ils fassent partie du Djokan. En amérindien, Djokan signifie être en éveil. La discipline fait aujourd'hui le trait d'union entre toutes les coutumes des peuples guyanais. En Guyane, nous avons la chance d'avoir des communautés chinoises, amérindiennes, européennes, des peuples d'Amérique du Sud. La Guyane, c'est un petit monde dans le monde. Et ce Djokan-là, il permet de rassembler. Et quelles que soient les langues, quelles que soient nos pratiques, nous avons quelque chose en commun. Et c'est ce respect mutuel que nous travaillons à travers l'expression corporelle, à travers l'expression musicale et à travers cette philosophie de vie. Les chants et rythmes sacrés sont des éléments fondamentaux dans la culture du territoire. Yannick collectionne les instruments traditionnels et les intègre dans la pratique du Djokan. Le tambourin indissociable de la discipline Djokan, c'est plus que jouer, c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus spirituel. C'est une manière de pouvoir parler, c'est une manière de dire merci aussi à ce que nos anciens nous ont laissé. Voilà. Ce passionné a parcouru pendant plus de 15 ans les quatre coins de la Guyane pour s'inspirer de son pays, ses origines. La spécificité du Djokan par rapport à la Guyane, je dirais tout simplement que le Djokan se veut son miroir, son reflet. Oh! Une longue quête à la rencontre des gardiens des traditions. Aïe! Aïe! On! On attrape bien, on ramène. Kayak, griffe du jaguar, on saisit, on griffe, on arrache. Là, OK? On! Chef coutumier, chaman ou guerrier, chacun lui livre ses connaissances. Un savoir qui ne se transmet que timidement. On! Yo. Il faut savoir que pendant 15 ans, c'est pas si simple que ça. Ça demande beaucoup de patience, beaucoup d'observation, beaucoup de respect. On ne vous délivre pas les choses comme ça. Il m'est arrivé d'être avec un ancien et au bout de 3 ans d'avoir quelque chose. Mais ce quelque chose-là vaut beaucoup plus que d'autres. Ça veut dire que voilà, il vous fait confiance et je crois que le Djokan est né de cette confiance mutuelle. Yannick collectionne les armes de guerre et de chasse. Posséder un tel objet est un privilège rare. Cette lance est habituellement enterrée avec son propriétaire. Donc ici, vous avez un exemple d'arme traditionnelle Djokan. Vous avez la poutou, la grande lance d'origine amérindienne, chez les Wayana. Elle est peinte d'une peinture guerrière. Les combats du Djokan doivent s'adapter à chaque environnement. Ici, ces lutteurs pratiquent l'aswadja, un mélange inspiré des luttes traditionnelles créoles, amérindiennes et africaines. Là, ça permet d'éprouver le corps vraiment au niveau physique. C'était source d'éducation. Le jeune garçon, la jeune fille devait passer par là pour pouvoir passer à l'étape suivante, l'étape adulte. Donc, c'est une manière aussi de rendre hommage à ce passé. Reconnaissance ultime, en 2011, son sport de combat est affilié à la Fédération internationale des arts martiaux traditionnels. Il faut savoir que Guyane, en amérindien, signifie celui que l'on ne peut nommer. Et celui qu'on peut nommer, c'est... Donc il y a quelque chose de sacré, il y a quelque chose de spirituel en Amazonie qu'il faut respecter, qu'il faut être en accord. Je dis souvent, on ne domine pas la nature, elle nous laisse croire, mais elle nous permet, si on le mérite, de nous transmettre un trésor, un enseignement qui est très puissant.
Être en connexion avec la nature et ses coutumes, c'est ce qu'ont choisi ces hommes et ces femmes. Des passionnés qui s'investissent sans relâche pour en révéler les moindres secrets et les transmettre aux futures générations. Un territoire qui fascine, la Guyane est aujourd'hui plus que jamais une terre de tous les possibles.